Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Merci aux intervenants. Donc aujourd'hui, on va parler sur cette table ronde de spatialisation et plus particulièrement de retour d'expérience de gens qui ont mis en œuvre des systèmes, des fois dans des configurations de petites jauges et des configurations de grandes jauges. Et ce sera intéressant de voir les difficultés et les solutions qu'ils ont pu trouver. Du coup, cette table ronde va se diviser en trois temps. Un premier temps avec Olivier Varousfel qui nous présentera le SPAT, qui est quand même une technologie qui implémente de nombreux algorithmes de spatialisation et qui nous fera un petit, finalement, tour d'horizon de ces technologies. Ensuite, on aura donc Florian et Boris qui nous feront respectivement des retours sur leur parcours et leurs expériences. Et enfin, Mathieu qui nous parlera d'interopérabilité et notamment à travers un workshop organisé par l'AES France autour de l'ADMOSC, à savoir des métadonnées de spatialisation que pourraient parler différentes interfaces et différents moteurs de spatialisation. Donc, rentrons directement dans le vif du sujet, j'ai envie de dire. Donc voilà, pardon, j'avais préparé ça, donc vous nous reconnaissez, on est bien là. Olivier ? Ah ben vas-y, oui, oui. Donc, tu es docteur en acoustique, tu es responsable du service espace acoustique et cognitif à l'IRCAM. Tu peux nous redire en deux mots ce que c'est EAC à Espace l'IRCAM? acoustique et cognitif. Ah, Voilà. très bien. Et vous faites quoi? Nous nous occupons au départ de son 3D, de spatialisation, mais on s'est intéressé également à la cognition spatiale, dans la mesure où de plus en plus ces dispositifs de son 3D ne sont pas utilisés en isolation, c'est-à-dire qu'on ne s'adresse pas uniquement à ce qu'on appelle la modalité auditive, à l'ouïe, mais on va s'adresser avec les médias d'aujourd'hui également à la vision. Éventuellement, dans le cadre d'applications interactives, on va aussi faire appel finalement à la navigation ou en tout cas à l'interaction gestuelle. Donc il est important de comprendre comment ces différentes modalités auditives, visuelles, proprioceptives s'intègrent de manière à nous permettre de nous représenter dans l'espace. En fait, je pense qu'on va, en anticipant un petit peu la suite, on n'est plus uniquement, on va dire, auditeur passif, mais de plus en plus, on est amené à être auditeur actif, interactif, avec la possibilité de faire de la navigation en 6 degrés de liberté. Très Voilà, bien, donc, merci. Et donc du coup, est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Donc ce que tu dis qui est important, c'est que la spatialisation fait appel à deux phénomènes distincts, que sont des phénomènes physiques et acoustiques et des phénomènes perceptifs. Et que c'est la conjoncture de ces deux phénomènes qui font qu'on localise des sons dans l'espace. Et je pense que c'est important de repartir de ces principes de base pour comprendre après ce qu'on fait et ce qu'on en fait, que ce soit d'un point de vue technique ou artistique, comme on va le voir avec Florian et Boris. Donc, donc je présente la suite. Donc, tu nous as préparé voilà. ça. Alors, en fait, c'était pour replacer. Bon, je pense que vous connaissez tous. Désolé si ce sont des redites pour la plupart d'entre vous. J'ai essayé de classer en fait les systèmes de reproduction sonore spatialisés en 3 catégories principales. À gauche, c'est ce qu'on appelle typiquement les panoramiques. Donc, le plus connu, c'est depuis plus de 100 ans, c'est la stéréophonie, avec ses extensions dans le plan horizontal, par exemple 5.1 ou 7.1, et puis l'extension verticale aussi, à partir du moment où on installe des haut-parleurs en dôme, on a accès par exemple à des techniques comme le VBAP, Vector Based Amplitude Panning, etc. En fait, toutes ces techniques s'appuient sur des propriétés perceptives. Pour la stéréo, c'est les images fantômes. Le fait que, voilà, quand on va organiser un pan-pod d'intensité entre deux haut-parleurs, eh bien, ça va créer l'image d'une source située entre les deux,
Il va se déplacer entre les deux haut-parleurs en fonction des poids respectifs d'amplitude et éventuellement du retard qu'on a introduit entre les deux. On peut l'étendre en 3D, donc quand on a un dôme, au lieu de s'appuyer uniquement sur deux haut-parleurs voisins, on va s'appuyer sur un triangle de haut-parleurs voisins de manière à essayer de balader la source au sein de ce triangle. Et puis quand on veut franchir la frontière de ce triangle, on va s'appuyer sur les 3 suivants, etc. Donc modèle perceptif. Complètement à droite, là c'est ce que j'appelle les modèles signaux. Donc ça c'est vraiment réservé pour moi à la reproduction binaurale sur casque qui fait appel aux notions de fonction de transfert d'oreille, c'est-à-dire qu'on va mesurer la réponse émotionnelle d'une source placée à différents endroits et captée par les 2 micros au sein des canaux auditifs. Voilà, alors c'est une technique de signal qui s'apparente en fait à l'échantillonnage quand on fait des instruments de musique échantillonnés, comme un piano échantillonné. Voilà, on enregistre une note, on peut la rejouer exactement. Ben là, on enregistre une réponse émotionnelle dans une direction et on peut simuler sur casque une source dans n'importe quelle direction. Simplement, quand vous avez enregistré un Bosendorfer, vous n'avez pas un Steinway. Quand vous avez enregistré un Steinway, vous n'avez pas un Yamaha. Et là, quand vous enregistrez ces fameuses fonctions de transfert d'oreille sur la personne qui est ici, eh bien, elle ne va pas forcément, ces filtres ne vont pas forcément vous correspondre. Voilà. Et donc, il faudrait, en toute rigueur, le mesurer sur chacun d'entre nous. Ça pose des difficultés, même si maintenant le binaural est devenu une technologie assez courante. Et puis, au milieu, il y a les modèles physiques où on va essayer de s'intéresser à la reconstruction d'un champ sonore. Donc ça peut être la Wavefield Synthesis qui est devenue assez courante maintenant. Et puis les modèles comme Ambisonic qui va en fait se reposer sur une décomposition du champ sonore sous forme de motifs de forme spatiale élémentaire. L'omni tout en haut, la petite boule bleue, les 3 dipôles, frontal, latéral, vertical, et puis des harmoniques d'ordre supérieur. Cette configuration, enfin ce modèle ambisonique permet d'avoir une certaine interopérabilité, puisqu'en fait, au moment où on a encodé le signal dans ce format, eh bien, on est a priori compatible avec des dispositifs assez variés en nombre de haut-parleurs ou en disposition de haut-parleurs. Contrairement à tout ce qui est à gauche, les channel-based, en fait, pour la stéréo, si vous n'avez pas mis votre haut-parleur à moins 30 degrés et à plus 30 degrés, bah, votre scène sonore est distordue. Voilà. Alors qu'en ambisonique, vous avez une certaine marge de manœuvre. Vous pouvez adapter le système à différentes configurations tant que cette configuration est suffisamment dense en haut-parleur. Voilà. Très bien. Oui, l'animation n'est pas dans le bon sens, désolé. Voilà, tu peux t'arrêter juste un petit peu avant. Ouais. En fait, je voulais juste illustrer, voilà, très bien, des configurations auxquelles on doit s'adresser. Alors, il y a des configurations qui maintenant deviennent massivement multicanales, plusieurs dizaines de haut-parleurs. Par exemple, dans le cas du dôme immersif que vous voyez en haut à gauche. Donc c'est un dôme composé d'une 40aine de haut-parleurs. Et puis vous avez des systèmes alors encore plus denses de WFS avec là par exemple plus 700 haut-parleurs à l'EMPAC aux États-Unis, un projet auquel on a collaboré. Donc avec des enceintes qui sont espacées tous les 5 cm, et ce sur plusieurs mètres. Ou la combinaison des deux, ambisonique et WFS. Donc voilà, donc ça c'est des systèmes qui sont vraiment calibrés, bien organisés, bien distribués, avec donc des lois qu'on peut assez connues qu'on va pouvoir utiliser. À l'opposé, vous avez aussi j'ai mis là différentes illustrations de systèmes qui sont complètement hétéroclites. Dans le cas, par exemple, d'une représentation à la Cité de la Musique, non pas que le système soit en soi hétéroclite, mais il s'agissait là d'essayer de reconstruire, de recomposer une acoustique de salle dans une autre. Voilà. Au centre, vous avez le carré magique sur lequel a travaillé Music Unit. Donc là, c'est des haut-parleurs qui sont distribués dans le sol. Donc voilà, quelque chose, une installation absolument pas orthodoxe, si j'ose dire, mais avec laquelle il faut pouvoir travailler. Et puis, tout en bas, disons du théâtre musical, avec ici Irène Jacob, qui évolue sur un plafond avec les spectateurs en dessous. Donc là, on pouvait aussi imaginer que le dispositif de spatialisation est assez hétérodoxe.
Et donc voilà, notre ambition a été d'essayer de construire, de développer, alors depuis plusieurs dizaines d'années en fait, une bibliothèque de traitement de signal dédiée à la spatialisation et qui soit capable de prendre en charge n'importe quel format. Donc là, vous les avez à gauche, Angular, VBAP, VBIP, VBAP 2D, VBAP 3D, VBIP 2D, 3D, etc. HOA pour ambisonique, 2D, 3D, binaural, etc., etc. Je pense que j'en oublie. Et puis des configurations de haut-parleurs, en veux-tu, en voilà. Donc voilà, il faut qu'on puisse s'adresser à toutes ces configurations, soit relativement homogènes, bien régulières, ou complètement hétérogènes. Et ça, on l'a fait. Je ne vais pas trop monopoliser la parole. Juste si tu montres la diapo suivante. À partir en fait d'une architecture qui va permettre pour chacune des sources de décrire en fait son comportement et son interaction avec la salle virtuelle dans laquelle elle doit évoluer. Donc on va s'occuper de synthétiser l'effet de salle avec ses premières réflexions, la réverbération tardive, et puis chacun des signaux qui véhiculent le son direct ou les premières réflexions ou les réflexions tardives ou les réflexions diffuses de la réverbération vont rentrer dans différents modules de panning qui vont donc correspondre à toute la liste, à l'un des items de la liste que j'ai montré précédemment. Et ça nous permet justement d'être finalement interopérable. Donc finalement, on faisait quelque part du format objet avant de savoir qu'on appellerait ça plus tard du format objet. Voilà, donc c'est comme ça qu'on a construit la chose, et c'est là-dessus qu'est basé le SPAT. En dessous, vous avez, si tu passes en dessous, voilà, vous avez, en fait, c'est basé donc sur un découpage de la réponse impulsionnelle de la salle en plusieurs bandes, plusieurs segments temporels, plusieurs bandes fréquentielles, avec chacun des algorithmes liés à ces différentes sections. Voilà, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. C'est décrit un petit peu dans la littérature. Et puis donc c'est disponible sous forme de bibliothèque. Au départ essentiellement dans MaxMSP, mais ça a été, là tu peux aussi animer. Voilà, il me manque une. Voilà. Ça a été utilisé alors dans différents environnements, toujours dans MaxMSP. Thibaut Carpentier, donc, qui est ingénieur de recherche à l'IRCAM, a développé une version particulière du SPAT qui s'appelle Panoramix, qui va permettre de mixer des entrées très hétérogènes qui vont du canal mono, capté par un microphone de proximité, par exemple, jusqu'à des flux ambisoniques qui peuvent maintenant comporter 25 ou 64 canaux. Si on les a enregistrés, par exemple, avec un micro ambisonique d'ordre 4 ou 7. Et donc, il va falloir trouver une architecture qui soit capable de travailler dans un environnement commun, de pouvoir utiliser toutes ces sources et les manipuler et créer des scènes sonores sur différents formats de sortie. Et à partir de ça, ce moteur a été adopté dans différents produits commerciaux. Les Panoramix et le SPAT, vous pouvez y avoir accès à travers le forum de l'IRCAM, gratuitement en fait, sous condition de non-utilisation commerciale. Et puis par contre, pour les utilisations commerciales, eh bien, ça a été intégré dans différents environnements. SPAT Révolution de Flux, Holophonics de Amadeus, qui va donc permettre de contrôler des installations sonores dans des théâtres. Là, vous avez la Cour d'honneur à Avignon, différents théâtres en France ou à l'étranger. Et puis, le SPAT a été également l'objet d'un portage pour live par Music Unit. Voilà, juste un dernier mot à propos d'interopérabilité et de format objet. L'idée dans les formats objets, c'est finalement de ne pas rester figé. Les techniques panoramiques comme stéréo, 5.1, etc., sont très peu interopérables. Une fois qu'on a figé le résultat, on a fait un dump sur 2 canaux, c'est très difficile de l'upmixer sur 7 ou 22. Inversement, le downmixer, c'est pas toujours évident. Et donc l'idée, c'est de rester finalement en amont de ces formats, de véhiculer par exemple des canaux originaux avec les métadonnées qui vont décrire là où on veut que les sources soient spatialisées.
Voilà. Et donc ce format va intégrer à la fois des flux audio et des métadonnées qui indiquent là où on veut déployer les sources. Donc ça commence à être maintenant assez bien les formats objets. Atmos est un format objet aussi. On commence à avoir des applications qui l'utilisent. Néanmoins, c'est assez, je vais dire, c'est assez pauvre, même si ça rend pas mal de services, c'est assez pauvre en termes de paramètres qu'on peut manipuler. On peut manipuler des beds, donc on va manipuler par exemple un bed 5.1 ou 7, etc. Éventuellement sur plusieurs couches, de manière à pouvoir ensuite contrôler le gain relatif entre ces couches. Et puis des objets élémentaires qu'on va pouvoir manipuler dans l'espace, dont on va décrire au fur et à mesure de la scène sonore leur position ou leur position qui peut éventuellement varier. Mais ça se limite un peu essentiellement à ce type de contrôle en direction, en gain. Et par exemple, pour l'instant, il n'y a pas de possibilité de gérer la distance. Et pour ça, je vous invite, alors c'est mon dernier slide, j'ai pris un peu plus de temps que je ne pensais. On a récemment écrit un article avec Jean-Marc Jotte, qui avait été à l'origine du SPAT il y a une vingtaine d'années, pour autoriser des navigations 6 degrés de liberté. Donc on s'approche là, finalement, de notre point de vue, c'est qu'il y a convergence entre le monde de la réalité virtuelle, dans lequel il faut qu'on puisse se balader librement dans la scène sonore, convergence avec les contenus multimédia qui pourraient être de concerts ou autres. Très souvent, on commence à vous proposer, par exemple, les concerts qui vont être transmis, de choisir sa place dans la salle de concert. Voilà. Est-ce que vous allez être près de la scène, à l'arrière, dans une loge, au premier balcon, voire pourquoi pas derrière l'orchestre. Et donc pour ça, vous avez besoin d'avoir cette liberté de remixage au moment de l'écoute. La simple détermination de la localisation n'est pas suffisante. Il faudrait au moins avoir l'équivalent d'un pan-pot pour la distance. Et donc pour ça, on propose une extension en fait de ces formats objets qui permettrait de prendre en compte, de manipuler l'effet de distance, qui demande également d'avoir une description du rayonnement de la source. Quand je vous parle de face ou de dos, vous ne m'entendez pas de la même manière, donc il faut avoir des moyens de décrire cette directivité des sources. Donc voilà un petit peu le paysage sur lequel on travaille. Merci beaucoup Olivier, c'est très précis et très riche. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir rentrer dans le vif avec Florian, qui a notamment utilisé SPAT Révolution, mais pas que. Et ce qui va être intéressant de discuter avec toi, Florian, c'est des éventuelles passerelles qu'il peut y avoir entre les différentes technologies, puisque voilà, Olivier vous a présenté tout à l'heure dans le SPAT tous les moteurs de rendu et toutes les techniques de panning qui peuvent être implémentées. Et finalement, on va voir que dans les matériels qui sont aujourd'hui accessibles chez les différents fabricants, ils vont donner accès à certains algorithmes de panning qui vont répondre pour certains à certains cas d'usage et d'autres à d'autres. Et après, ça va être plutôt des goûts, des couleurs, des cas d'usage dont on va discuter. Donc Florian, toi, tu es ingénieur du son, voilà, et tu fais partie d'un collectif à Nantes qui s'appelle la Fab Sonic. C'est ça, en fait c'est un collectif où on est 3 régisseurs son, spécialisés dans le spectacle vivant. Donc là, moi je vais parler uniquement spectacle vivant et pas musique enregistrée. L'idée, c'est d'avoir monté un studio avec 25 haut-parleurs qu'on place comme on veut, pour donner aux artistes un outil pour qu'ils viennent développer la musique, parce que pour l'instant, tout ce qui est immersif a été développé principalement par les constructeurs de solutions de haut-parleurs. Et nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit maintenant qu'il y ait de la production qui soit directement faite en immersif, puisque c'est vraiment là que ça prendra tout son sens. En tout cas, c'est à notre point de vue. Donc l'idée de ce studio, c'est de donner des outils. Et surtout, c'est en fait, comme souvent les artistes viennent sans vraiment... Ils ont une idée, je voudrais bien faire de l'immersif. C'est quoi l'immersif? C'est la première question. Donc c'est quoi spatialisé, c'est quoi immersif? Donc on fait de la pédagogie, on fait écouter surtout. Et l'idée, c'est en fait, quand ils arrivent avec un projet un peu plus précis, c'est de déjà créer un cadre et un cahier des charges pour savoir ce qu'ils veulent vraiment. Puisqu'en fait, les possibilités sont énormes. Et en fonction de ce qu'ils vont vouloir faire, est-ce que c'est juste du frontal? Est-ce qu'ils vont vouloir faire du 360? Est-ce qu'effectivement, après, pour aller très vite,
eh ben, il y a toujours le côté financier qui arrive. Donc, est-ce que le 360 va être vraiment nécessaire? Est-ce que vous allez avoir le budget pour pouvoir le faire? Voilà, en fait, c'est mettre des limites à ce qu'ils veulent faire, des limites techniques pour essayer de trouver le cadre dans lequel on va pouvoir le mieux faire les choses et en fonction de ce qu'ils veulent. Nous, on travaille beaucoup avec le SPAT parce qu'en fait, on a accès à tous les algorithmes de loi de panne, ce qui fait qu'on peut travailler très facilement en VBAP, en KNN, parce que ça peut être aussi, on peut travailler pour une exposition. Donc il y a des enceintes à l'intérieur du public. Donc là, du coup, le VBAP va plus marcher. Enfin bon, c'est des choses qu'il faut expliquer. Et donc, en fonction du projet sur lequel on va travailler, on va essayer de cadrer. Après, ils peuvent aussi travailler avec une société qui est de son, avec laquelle ils travaillent tout le temps, ou une marque qu'ils aiment bien. On va s'arranger. Toutes les marques maintenant ont quasiment leur soft. Mais on travaille aussi avec des petites compagnies de danse ou de théâtre qui ont juste besoin de faire une WFS avec 2-3 mouvements uniquement d'effets à des endroits. Dans ces cas-là, on ne va pas travailler par exemple avec un Sound Trajectory qui a été fait par Maxence Mercier ou par des logiciels plus petits. Enfin voilà, notre idée c'est de trouver les outils et d'adapter les outils de création et de manipulation. Donc on peut parler aussi de commande OSC pour qu'ils puissent commander le logiciel et faire ce qu'ils ont envie de faire d'une façon le plus artistique possible, avec l'interface homme-machine la plus, on va dire, friendly user, quoi. Voilà. C'est un peu l'idée de la Fab. Ouais, donc moi je retiens deux choses hyper importantes dans ce que tu viens de dire, c'est-à-dire à la fois la question du design finalement qui va être utilisé technologiquement pour répondre à un cahier des charges d'une commande artistique, et d'un autre côté, le contrôle. Alors, du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu du contrôle? Parce qu'effectivement, pour un artiste, la façon dont il va gérer son espace, c'est hyper important. Et c'est vrai que, aujourd'hui, moi, je fais de la production dans Pro Tools, en Dolby Atmos, par exemple. Et c'est vrai que le panner de Pro Tools, c'est une catastrophe. Mais il y a des outils de contrôle. Est-ce que vous développez, comment vous fonctionnez vis-à-vis de ces outils de contrôle? En fait, ça dépend. Si c'est nous qui faisons, on a nos propres outils auxquels on est habitué. Mais il peut aussi y avoir des artistes qui viennent en disant, moi, voilà, j'ai l'habitude d'utiliser tel contrôleur, j'ai tel contrôleur sous la main. Bon, de toute façon, c'est souvent des contrôleurs MIDI. Donc, en fait, on fait beaucoup de châtaigne, puisque du coup, on passe de MIDI à OSC. Le OSC, voilà, c'est un protocole de commande, on va dire justement, qui va nous permettre après de faire aussi bien donc, du MIDI vers un SPAT, mais vers un DS100, vers un ELISA, vers en fait un S, enfin vers n'importe quel, puisque justement après on va parler à des MOSC, des messages. On essaye de plus en plus, et c'est de plus en plus vrai, les machines vont être de plus en plus interopérables sur certains critères, uniquement, normal. Après, c'est un peu comme une console où certaines choses, on les choisit pour leur qualité sonore aussi et pour des qualités qu'elles ont intrinsèques à chacune. Donc tout le monde ne pourra pas communiquer tous les paramètres. Mais en tous les cas, si déjà on peut commencer à faire du AED ou du XYZ et du spread, et puis que tout le monde puisse parler le même langage, et que quand je prends mon contrôleur, si j'arrive dans une salle où il y a un DS100, je vais pouvoir le contrôler assez facilement. Et si je passe le lendemain dans une salle où il y a du ELISA, on ne parle pas du rendu et de la façon dont ça sera rendu, on parle juste de la commande. Je puisse déjà avoir mes outils de commande et après, quand j'arrive dans la salle, retoucher, parce que là, d'un seul coup, j'ai quelque chose en 360, très fin avec plein d'enceintes, alors que la veille, j'avais très peu d'enceintes, donc une discrimination beaucoup moins importante. Bon, comment malgré tout, du coup, je vais le repousser un petit peu plus loin, mais avec mes contrôleurs et pouvoir donner à l'artiste ou au régisseur son qui fera le suivi avec l'artiste, l'outil et que son outil reste le même quand il passe d'une surface à une autre. Alors, c'est pas tout gagné, mais en tous les cas, les choses évoluent quand même très vite. Et voilà, entre autres, après, on va parler justement de MOSC. Voilà. Et ça, c'est un outil qui permet clairement de pouvoir passer d'une passerelle à une autre. Et du coup, alors, je voudrais montrer, parce que sur l'image suivante, là, on voit donc votre studio. Du coup, la question, c'est un peu de savoir à quel moment est-ce que vous décidez vous savez quel est l'outil technique de restitution et quelles sont les passerelles et ou les problèmes que vous pouvez rencontrer en pré-production si vous êtes en train d'utiliser une plateforme comme le SPAT et que derrière vous devez utiliser un autre moteur, ou parce que, comme tu viens de le dire, ça peut partir en tournée avec un régisseur de tournée qui doit prendre la main sur peut-être les contenus. Donc, quid de comment vous diffusez les contenus? Est-ce que, je sais pas, c'est une session Reaper avec des automations et à côté, c'est un Patchmax qui récupère des données OSC d'un danseur qui aura un gyroscope, par exemple? Comment vous... Ça, en fait, tout est possible. Là-dessus, il n'y a pas de... Ça, justement, c'est au cas par cas. Nous, on travaille
bon, très facilement avec les iPads maintenant, voilà, on a des surfaces avec le Touch OSC, OSC Monitor, enfin vraiment plein d'outils assez facilement qu'on peut assez facilement réaliser et mettre à la main de la personne. Et ensuite, nous, en fait, très clairement, ce qui va intervenir en premier, c'est l'argent. Enfin bon, c'est toujours le nerf de la guerre. Donc très clairement, si on travaille avec une petite compagnie de danse, on sait très bien qu'elle ne va pas tourner dans des salles pour l'instant où il y a des Elisa, où il y a des DS100, où il y a des machines comme ça. Elle risque plutôt de partir avec une machine plutôt à elle. Donc si elle part avec sa machine, bah, soit ils peuvent partir avec une grosse machine, soit ils n'ont pas vraiment d'argent et qu'ils ont juste besoin de faire un frontal. On va trouver des solutions beaucoup plus adaptées qui vont leur permettre de travailler et de pouvoir jouer partout. Forcément, il y a des salles où on arrive, on nous dit oui, mais on n'a pas tel nombre d'enceintes. Ok, vous en avez combien? Vous avez ça? Soit je décide de dire après, une fois que j'ai fait mon cahier de tournée, ok, bon, bah, je pars avec 4 enceintes supplémentaires, parce que je sais qu'il va m'en manquer 4 en moyenne, ou je pars avec 6, ou je pars avec rien, et je me débrouille, je fais avec ce qu'il y a, et quand j'ai du 360, je fais du 360, si j'en ai pas, je fais du frontal, mais ça, c'est aussi une histoire. Si ça a été pensé en amont, et que du coup ça remet pas le propos artistique en cause, même si forcément ça va peut-être lui enlever une certaine portée, mais que ça remet pas le propos artistique en cause, c'est possible. On n'est pas obligé de figer complètement non plus. Enfin, on n'a jamais figé en stéréo les choses. Il y a des fois on tombe sur des systèmes où en fait la portée, globalement il y a des gens qui sont à 50 mètres et le système à 20 mètres ils parlent plus. On continue quand même à faire du son et on sait pourtant que les gens du fond vont mal entendre. On sait en stéréo que il y a quoi? Il y a 10% de la population qui entend la stéréo. Le reste, on fait du double mono en permanence. Bon, voilà, ça on le sait. On sait qu'aujourd'hui, qu'une WSS 5 enceintes en frontale va rendre des services pour le public, parce qu'on est quand même là pour faire du son pour le public, que pour le public, l'image restituée sera beaucoup plus agréable, ne serait-ce qu'avec un frontal de 5 enceintes. Aujourd'hui, il y a peu d'endroits où on peut pas le faire, sauf quand on a des problèmes d'accroche, des choses comme ça. Mais en tous les cas, tout le monde commence à y penser, donc à partir du moment où on y pense, les choses vont se faire, et ça se fait très vite, puisqu'on commence à en voir de plus en plus. Donc nous, on est plutôt confiants là-dessus, et voilà. Et du coup, par rapport à vos expériences, alors parce qu'on comprend que déjà faire un bon frontal des fois en WFS ou au moins avec un panning éventuellement temporel, ça permet donc de rendre une scène beaucoup plus réaliste, et finalement on est en frontal mais on appelle déjà ça du son immersif. Mais la question, c'est par rapport à des artistes que tu aurais accueillis et qui ont dû pour la première fois ou qui ont eu envie pour la première fois de composer avec un espace complètement immersif. Comment est-ce qu'ils ont abordé la chose, et est-ce qu'ils ont été comment dire, est-ce qu'ils ont osé y aller, est-ce qu'ils ont expérimenté vraiment des choses artistiques avec ces capacités-là? Il y en a, oui, qui n'hésitent pas du tout à faire de l'expérimentation. Il y en a juste qui déjà découvrent. C'est très récent. Nous, dans le studio, je ne vais pas vous dire qu'on a accueilli 25 productions, c'est pas vrai du tout. On en a accueilli quelques-unes, surtout plusieurs qu'on a fait nous, en fait, et qu'on a produit à l'extérieur avec des compagnies pour lesquelles on travaille. Donc, j'ai pas le background et assez de feedback à donner par rapport à toutes ces choses-là. On pourra en reparler dans 2 ans, parce que quand je vois le chemin qu'on a fait en 2 ans, mais quand j'y c'est le son immersif, spatialisé, un peu comme on l'appelle, comme on veut. Ça fait un chemin gigantesque. Donc je pense que dans les 2 prochaines années, ça va continuer à aller aussi vite. Donc là-dessus, je pense qu'il faudra pour en reparler dans 2 ans, et on verra que les choses ont évolué, et je pense dans le bon sens pour le public. Bien sûr. Bon, je posais aussi cette question parce que ça me permet d'enchaîner avec Boris. Puisque Boris a l'expérience de concert en son immersif sur des très grosses jauges. Parce que du coup, effectivement, ce qu'on comprend, c'est que quand on est sur des spectacles de type théâtre ou danse, on est sur des jauges de type scène nationale, où évidemment on a des problématiques de temps de propagation du son qui peuvent évidemment influencer sur la perception de contenus musicaux qui seraient spatialisés. Donc on sait que c'est un problème important en écriture. Et du coup, alors je vais sauter un slide parce que j'avais quand même prévu de faire aussi un petit tour d'horizon. Pardon, j'ai sauté cette étape, mais qui était juste de vous dire qu'aujourd'hui, la liste n'est pas exhaustive, hein, mais vous reconnaissez plein de grands fabricants qui aujourd'hui proposent des moteurs de spatialisation hardware qui ont souvent aussi leur penchant software qui permettent de faire les pré-productions et tout ça. Et du coup, tout ça est un marché qui est vraiment en train de grossir et d'être porteur, parce que ça permet aussi, comme on va le voir avec Boris, du coup sur des fois juste sur des plans frontaux, de gagner en qualité
sonore et aussi en qualité on va dire, euh, de perception, de couverture, vraiment optimale. Donc Boris, si on enchaîne avec toi, donc là, bon, même si là, je sais que toi, tu as préparé une présentation d'un show très précis en DNB, avant de rentrer là-dedans, donc toi, tu es ingénieur du son système. Ouais. Et tu travailles quand même plutôt sur des grosses productions, des zéniths, des trucs comme ça. Depuis combien de temps tu fais ça maintenant ? Alors ça fait, je dirais depuis 2010, je fais du système plutôt effectivement sur du zénith, plutôt tournée de zénith, Bercy ou des stades vraiment sur des gros espaces. Et sur la partie spatialisée, on a commencé sur un projet en 2015, à l'époque avec la Fletcher Machine, pas la Fletcher Machine, pardon, je vais trop vite, avec la Waves One. Une histoire de quelques années avec Arnaud Damien. Et du coup, on avait intégré ça. L'idée, c'était sur une configuration basique stéréo, où on avait un petit peu redesigné le système et notamment les outs, comment on pourrait apporter des choses, comment est-ce qu'on pourrait étendre la perception et vraiment rajouter des choses. Donc on avait greffé ça, c'était une première expérimentation qui nous a donné envie de continuer. Et puis après, on travaille sur d'autres projets, avec d'autres productions, notamment avec une production qui s'appelle Hugo and Play, qui fait des ciné-concerts. On a commencé avec des systèmes stéréo au début parce que c'était le cahier des charges, en tout cas les premiers cahiers des charges. Très vite, on s'est rendu compte de la problématique, en tout cas quand on sortait de la régie, d'avoir des grands espaces et d'avoir un bel orchestre devant nous. Et finalement, dès qu'on sort de la régie, on a quelque chose de beaucoup plus petit et c'était pas à la hauteur. Donc c'est posé cette question-là de comment est-ce qu'on pourrait avancer, et là est venue la solution du Soundscape. Et donc, comment tu as utilisé le Soundscape à partir de ce moment-là ? Alors, du coup, c'est l'exemple d'après, sur le slide d'après, on partant d'un projet concret. Là, c'est sur un ciné-concert donc, du Seigneur des Anneaux. Le point de départ était celui-là, de se dire, OK, comment je vais faire pour vraiment optimiser les choses en termes de couverture, avec un patch énorme. On est sur des patchs en 120, 130, ça dépend des projets. Comment arriver à faire quelque chose de plus réaliste et voilà, comment avancer là-dessus. Donc le mix objet est arrivé dans la danse à ce moment-là, de dire OK, je vais faire un maximum d'objets. Et du coup, c'est ce qu'on a sur le slide d'après, où je montre finalement, on va réduire. Il y a un premier travail de dire on va réduire ce patch de 120 en 64 objets parce que c'est ce que nous propose la machine, et on va positionner les choses. Donc c'est un outil de pré-production qu'on a qui est intéressant, c'est de se dire OK, je vais pouvoir déjà simuler mon espace scénique, commencer à poser mes objets, et comme ça, quand je vais ouvrir, j'aurai déjà ce réalisme-là pour essayer de donner le meilleur parti d'un grand orchestre. Là, sur le Seigneur des Anneaux, la configuration, c'est 90 musiciens et 150 choristes. Voilà, donc comment est-ce qu'on peut rendre ça réaliste ? Donc ça, c'est le point de départ, ce qui nous donne la possibilité de faire un grand orchestre. Après, la question donc, se pose de, OK, on a ça, comment on va faire pour la couverture ? Parce qu'on est dans des grands espaces. Si on déroule les slides, ça c'est l'orchestre, voilà, je vous présente l'orchestre. Et si on est dans le slide d'après, voilà, ça c'est typiquement un des espaces sur lesquels il faut travailler. Là, on a l'Altony Garnet à Lyon, avec notamment des problématiques de distance. En haut du gradin, on est à 90 mètres, je crois, quelque chose comme ça. Donc il faut imaginer des plans de rappel, il faut imaginer pas mal de choses pour pouvoir porter le signal jusqu'en haut. Donc il y a tout un travail de simulation en avant pour savoir exactement ce qu'on va mettre et ce qu'on va développer. Donc ça, c'est un premier exemple de salle. Ensuite, il y a un deuxième exemple de salle sur un zénith peut-être un peu plus standard. Ça, c'est les zéniths de Lille, où là, la problématique n'est pas tant dans la longueur. On n'est pas à des distances si énormes. Je crois qu'on est noté à 50 mètres, quelque chose comme ça, au haut du gradin. Mais par contre, il y a une problématique d'ouverture. Donc là, il faut réfléchir plutôt sur des outs pour ajouter et pour s'assurer de la couverture, qu'on vienne bien chercher sur les côtés la couverture sur les côtés, tout en gardant une image qui soit cohérente. Donc on a compilé tout ça, on a travaillé pas mal, et on arrive sur le système tel qu'on a imaginé pour partir en tournée. Donc on a fait un frontal de 5 stacks. Il y a 8 boîtes à chaque fois, un out. On a accroché le sub aussi au centre.
On s'est pas mal posé la question aussi par rapport au sub, à se dire mais qu'est-ce qu'on fait? Si on veut spatialiser le grave, comment est-ce qu'on va faire? Parce que comme on est dans des grands espaces, on peut, si on est forcément un peu limité. C'est-à-dire que si je mets un seul point de sub, si je viens à l'opposé, si je positionne un objet à l'opposé, il y aura forcément ce dont tu parlais avant, des problématiques de timing. Donc là, c'était aussi une réflexion aussi abordée avec le mixeur de dire là, on va recentrer les objets de grave pour être sûr qu'en termes de timing, on va être bon. Et puis on a rajouté un plan de front de fil. Sur les ciné-concerts, la problématique qu'on a, c'est l'écran qui est au fond. Il faut quand même que les gens viennent voir un ciné-concert, il faut voir le film, il faut éviter d'avoir des enceintes dans le cadre, sinon c'est quand même pas top. Donc voilà, il fallait aussi vachement réfléchir à ça, et du coup, notamment aussi au rig. Parce qu'il y a un réalisme économique à avoir en tête. Là, on a 9 stacks qui sont accrochés. Si on part sur un plan de rig traditionnel, on serait déjà à 18 moteurs pour accrocher tout ça. Donc c'est forcément compliqué. On n'a pas forcément les possibilités dans les salles d'accrocher exactement comme on veut, d'être aligné. 18 moteurs, ça veut dire 2 rigueurs au plafond juste pour le son. Donc c'est forcément compliqué. Donc du coup, on a travaillé avec tous les accessoires qui existent avec le constructeur, en l'occurrence DNB, pour pouvoir accrocher sur des principes de pont. Donc il y avait tout aussi un travail de fait autour de ça pour rendre possible ce setup-là. Et donc sur le slide d'après, on voit en vrai, ça ressemble à ça. Alors, comme c'est très haut, c'est très compliqué de faire des photos, on est très vite dans les plafonds. Mais voilà, ça nous permet d'avoir ce setup-là, donc sur un frontal de 5 stacks avec les subs au centre et les outs. Et là, ça nous permet de bénéficier pour une majorité de la salle, je ne sais pas dire en pourcentage, mais peut-être 70 ou 80%, j'en sais rien. En tout cas, d'avoir une véritable image, une véritable cohérence, et d'offrir ça à tout le monde et de ne pas se limiter simplement au sweet spot. Parce que tu veux dire que là, du coup, effectivement, les stacks sont très hauts, donc tu as toute une première partie de la salle que tu es obligé d'adresser avec des outfields ou avec des front Alors, field. avec des front field, ouais, effectivement, Ouais. qu'on voit en bas. On arrive quand même à venir taper assez proche. Hein. On arrive à ouvrir vraiment les stacks. Et puis, alors, ça marche aussi parce qu'on est avec un orchestre. Il y a un moment, on est dans une zone, et c'est là où la WFS nous a vraiment aidé, entre le son acoustique et le son recréé par la WFS, avec un algorithme particulier qui nous donne la distance aussi de l'objet. C'est-à-dire quand on vient positionner, le mode s'appelle full, quand on vient positionner l'objet, en plus de recréer le front d'onde, il y a aussi ce calcul de la distance. Donc du coup, le son acoustique arrive en même temps que le son amplifié. Et ce qui permet, même s'il y a des zones où effectivement des fois les couvertures vont être un petit peu touchy, on a quand même le son acoustique de l'orchestre qui aide. On est sur ces configurations-là. Si on avait pu avoir des lignes un peu plus grandes, on aurait pu venir un peu plus proche. Ça dépend vraiment des salles aussi, des problématiques de couverture. Mais on est sur quelque chose qui fonctionne, en tout cas dans tous les zéniths où on est passé. Sur la question du temps de montage, parce que c'est aussi une donnée importante, on est en tournée, ça monte le matin, et puis il faut qu'à 14h ou 15h, on soit sur le raccord, et ça fonctionne, on est entre 2 et 3 heures de montage. Sur le démontage, on est entre 1h30 et 2 heures, les portes du camion fermées. Ça dépend de l'état de forme. Et se pose la question du calage. Sur le calage, on est sur une demi-heure. On va plus vite que sur un système entre le LR, le infill, l'out et ainsi de suite. Comme la machine fait déjà beaucoup de choses en interne, et en plus avec ces fameux algorithmes qui va vraiment calculer la position de l'objet, en fait tout est quasiment fait. Il faut juste vérifier que nous, dans le montage, on ne se soit pas trompé dans les informations qu'on a données à la machine, mais une grosse partie du travail est faite avec la machine. Tu veux dire que sur le calage, finalement, t'en fais une grosse partie finalement en faisant un shooting propre, Ouais. Oui. et en uploadant les bons presets dans la machine. Oui, c'est exactement ça. Comme n'importe quel système, plus on va travailler en amont, plus on va être précis en amont sur la salle qu'on va créer, sur effectivement le shoot qu'on va faire, c'est autant de temps de gagner. Là, c'est pareil, si on est vraiment précis sur ces choses-là, sur le positionnement, et qu'on respecte vraiment dans le montage, c'est déjà 80% du travail d'effectuer. Et juste question, je ne sais pas si tu avais ça dans les slides, sur des rappels, parce que du coup tu disais tout à l'heure Oui. qu'à la Tony Garnier, tu avais 90 mètres, donc Oui. comment ça fonctionne là-dessus, les rappels? Alors du coup, sur la Tony Garnier, on est en tournée, on n'a pas besoin de nos outs parce que c'est vraiment un long couloir. Du coup, on a simplement récupéré nos outs, on a un petit peu d'accastillage, on a remis un deuxième pont à 45 mètres, je crois, ou 50 mètres, on refait 3 stacks,
On n'avait pas forcément la place et le besoin de mettre 5 stacks, avec 3 stacks ça suffit. Et du coup, ça vient en complément du main et ça marche vraiment. C'est pareil, là encore une fois, il faut être hyper précis sur la position. On a des outils pour tricher un petit peu si on n'est pas tout à fait précis, ou on redonne les bonnes coordonnées dans la machine et le passage de l'un à l'autre se fait de façon ultra fluide. Comme on recrée ce front d'onde. Du coup, voilà. Moi, j'ai mis quelques photos après, mais la dernière question qui reste, c'est la question du camion, parce qu'il y a quand même pas mal de matériel. Et voilà, ça c'est le montage pour vous montrer le principe de pont avec les différents stacks. Ça s'est mis en l'air. Donc, je crois que c'est Bordeaux, là ça doit être Strasbourg, et puis là-bas ça doit être Nantes. Et donc, du coup, c'est la question du. Ça c'est en plein chaud. Vous voyez, il n'y a pas d'image, enfin pas de boîte dans l'écran. On arrive à être assez haut. Avec l'orchestre qui est là. Donc sur le chargement de camion, c'est quand même un vrai problème. Voilà, donc je vous ai fait un plan de chargement pour partir en tournée, il existe. Et voilà, on se rend compte qu'on est sur un demi-semi, 6,50 m de plancher pour faire ce genre d'événement. Donc ça, pareil, on n'a pas de problème là-dessus. C'est pas un rajout en termes de volume. Ouais, c'est-à-dire que, je reviens sur une photo voilà, en concret. Donc tu disais que par rapport finalement à un système conventionnel, t'es pas plus long en montage, t'es plus rapide en calage et t'es plus rapide en balance. Alors, ouais, ça c'est un point aussi hyper important sur la balance. Et comme on voit là, effectivement, ce que je disais, on peut dès le début préparer nos positions d'objets. Pareil, il faut être assez précis par rapport à ce qu'on va avoir sur scène, mais c'est déjà un gros travail de fait. On a eu l'expérience sur un autre projet qui était pareil sur un ciné-concert, la scène musicale. Au début, le mixeur était assez frileux, avec pour lui le côté de dire oui, mais moi je dois très vite, en 2 heures, je dois faire une balance, ou en 1 heure, donc je vais avoir le contrôle de tout. Ok, d'accord, mais ça veut dire quoi le contrôle de tout? Des compresseurs, des EQ, si jamais il y a des problèmes. Oui, mais bon. On peut pas arriver de façon un peu frontale avec le mixeur, surtout que là ça a été imposé par la production française. Le mixeur au début n'était pas du tout d'accord, mais c'est vraiment la production française qui a insisté en disant non mais nous on tourne avec ça, il y a vraiment une plus-value artistique, donc on veut garder ça. Et donc voilà, c'était compliqué pour le mixeur, donc moi je vais pas trop laisser le choix de toute façon. Et j'ai joué un peu de mauvaise foi évidemment. Mais on avait quand même préparé des petites choses, et notamment on peut dans la télécommande préparer des EQ, faire des groupes d'EQ sur les entrées. Voilà, donc j'ai tout préparé, il a commencé à ouvrir l'orchestre, il me dit « Ah ouais, c'est quand même pas mal, oui, tu vas voir, c'est très très bien même ». Et puis quand est arrivée la question du chœur, c'était un peu le point important, c'était les choristes, il fallait le chœur que ça fonctionne. Tout fier de lui, il ouvre très très fort les micros avant que les choristes arrivent, il y a un Larsen qui part, je regarde avec un grand sourire, je mets un coup d'EQ, plus de Larsen, ah merde, je n'ai pas réussi à l'avoir. Le chœur rentre sur scène, il ouvre, et là il est resté scotché sur le truc, il me dit « Mais je dis bah oui, il fait des coups bas, ça va suffire. » Et on allait beaucoup plus vite. On a eu le cas sur un autre événement, c'était pareil, assez énorme, avec un gros orchestre. Le montage le matin, on a vraiment monté le matin, c'était à Lille, assez compliqué. Et quand le chef d'orchestre est arrivé sur scène, le mixeur n'avait pas encore eu le temps d'ouvrir. Donc là, il me regarde, c'était comme sur Seigneur des Anneaux, c'était le même genre d'orchestre. Il me dit, on verra bien. Il a ouvert, c'était fait. Enfin, 80% du boulot était fait. Et du coup, derrière, simplement quelques petites choses sur éventuellement des problématiques de proximité sur les micros, ou des choses comme ça. Mais le gros du travail est fait et ça finit sans compresseur, beaucoup moins d'EQ. Donc du coup, sur la balance, on est capable, sur des orchestres comme ça, avec des patchs énormes, en très peu de temps, d'aller très vite. Et selon toi, pourquoi est-ce que justement on gagne comme ça en qualité? Parce que donc, on gagne en interférence, on gagne en... On gagne sur la discrétisation, enfin, du coup on gagne en intelligibilité, et du coup ça démasque naturellement en fait avec les formes, enfin avec la création du front d'onde, et donc du coup on n'est pas en train d'essayer de faire entrer plein de choses dans un petit tuyau. On a de la place devant nous, on peut espacer. Et du coup, dans la perception, forcément, ça sera beaucoup plus simple. On a moins besoin de travailler. Naturellement, ça va mieux se passer. Et est-ce que tu as aussi de l'expérience sur des concerts plus rock? Alors, en plus rock, j'en ai fait pas beaucoup. Il y a eu le premier, le Queen Symphonique, où ça fonctionne aussi, avec un groupe rock et puis un orchestre derrière. Et on a... avec Scène de Nuit, on a installé un soundscape au Tour Machine, qui est la SMAC à Tours. Et là, il y a déjà eu des expériences. Alors du coup, on est sur des plus petits espaces, mais aucun problème. Il n'y a vraiment aucun problème. Les accueils se font en soundscape assez régulièrement avec des très bons retours. Avec de la pression, comme on dit. Avec de la pression, il n'y a pas de problème. Alors, la chose qui change aussi, c'est que comme on a quelque chose de plus précis, on arrive à jouer moins fort.
Et ça, c'est aussi un avantage. Donc on a une sensation de volume, il n'y a pas de problème avec ça, mais quand on regarde le résultat, on est moins fort, on a une meilleure perception, et encore une fois, on n'essaye pas de tasser dans un tuyau un nombre de sources, des fois assez énorme. Il y a une question là-bas. Je t'amène un micro. Non, c'est parce que c'est enregistré, donc faut que... Je te remercie. Une simple question sur ta config. En fait, tu parlais des hotfields. En fait, est-ce que les hotfields rentrent dans la config WFS ou sont deux monos juste pour déboucher la couverture? Non. Alors là, dans l'algorithme en question, c'est pas simplement un downmix mono. Il y a aussi un calcul de délai qui recrée pour chaque objet sur la position, le délai qui va bien par rapport à l'objet. Donc du coup, on est dans quelque chose de mono évidemment, mais comme il y a cette recréation-là, quand tu te retrouves entre le dernier, on va dire le stack extérieur et l'out, on garde quand même cette image-là. Si c'était une simple sommation mono sans délai, ouais, ça serait bizarre. Mais là, c'est pas du tout le cas. Donc on arrive quand même à étendre vraiment ce côté image. Non. J'ai vraiment mon main qui est fait par les 5 boîtes et les outs qui sont à part. Ouais. Je t'en prie. Et moi j'ai une question, donc tu parlais tout à l'heure du sub mono au centre. Est-ce que vous avez pu expérimenter d'autres dispositifs du coup avec peut-être alors non, j'ai pas eu le temps de. Enfin, je l'ai pas fait en Zénith simplement pour des histoires de déploiement. Si on avait voulu effectivement pouvoir aussi positionner les objets de grave, il aurait fallu mettre plus de subs. En soi, c'est pas un problème. On peut, de la même façon qu'on a déployé des ponts pour faire des mains, on pourrait déployer des choses comme ça. Mais après, on commence là à avoir beaucoup plus de matériel, beaucoup plus de subs. Et sur les programmes en particulier, c'était pas vraiment un problème. Ok, on recentre un peu les contrebasses par rapport à l'image. En tout cas, dans la musique, ça posait pas de problème. Donc, oui, il suffit d'adapter un petit peu. On a un peu réadapté. C'est comme toujours, on est obligé de faire des compromis. C'est pas une grande nouveauté. Donc du coup, on a fait ce choix-là aussi en discussion avec les mixeurs de dire, bah, ok, tout ce qui va être grave, on va plutôt le recentrer pour bénéficier de cet effet-là, quoi. On aura un temps de questions après, mais c'est vrai que tant qu'on est là-dessus, si d'autres gens ont des questions un peu précises à poser, tu voulais poser une question? Ah bah, je t'en prie. Tu parlais donc de sub centré, du coup utilisation du bass management en fait dans la config comme on l'utilise sur du Dolby Atmos par exemple ou... En fait, quand c'est-à-dire en gros, c'est-à-dire dans le sub ne passe que ce que les enceintes ne peuvent pas, les stacks peuvent pas non, c'est reproduire. Parce que vu que là c'était sur une grosse config, j'imagine que les arrêts en fait descendent suffisamment bas pour pas faire du bass management. Mais du coup, je voulais connaître en fait qu'est-ce qui se passait en fait dans ton sub en fait. Dans mon sub, en fait, c'est décrit comme une autre, ce qu'on appelle un function group dans le DS100. Et du coup, lui, c'est pas tous les objets, si tu veux, vont aussi aller dans le sub. Après, on peut le gérer si on a besoin d'en envoyer moins ou plus s'il y avait besoin. Mais l'intégralité des objets se retrouve positionnée dans le sub. Voilà, c'est vraiment, pour moi, c'est un complément. C'est juste pour étendre le spectre. Voilà, c'est vraiment le système, comme je fais un système, si tu veux, dans la même vision de un sub vient attendre mon système, quoi. Oui, moi je voulais revenir sur le problème de l'accrochage que tu as eu sur les chœurs. Alors c'est vrai que quand on a ce genre de source, les micros, pour avoir un son où l'instrument a déjà un peu rayonné, se mettent pas trop proches. Mais du coup, ça doit pouvoir accrocher. Est-ce qu'il y a des systèmes qui sont prévus dans le processing justement pour détruire cette mise en boucle, ce Larsen? Et si oui, est-ce que tu connais les algos? Est-ce que c'est de retard aléatoire ou quelque chose? Non, c'est en fait on a des EQ, simplement des EQ sur les entrées et c'est très simple. Après, on est suffisamment haut, c'est assez rare d'avoir des problématiques d'accroche. On joue moins fort. En plus, avec cette solution-là, qui est un Soundscape, on joue moins fort qu'avec une stéréo. Donc en plus, ça a été un des retours que m'a fait un technicien plateau. Il me dit, depuis qu'on est parti avec cette solution-là, on entend moins la façade. Et l'orchestre se plaint moins des problématiques de salle. Ils n'ont pas de retour sur scène, à part un peu pour les percus, un peu pour le chef, 2-3 spécificités, il n'y a pas de retour. Mais comme on arrive à jouer moins fort en ayant quand même quelque chose de large, ça règle déjà beaucoup de problèmes. Oui, parce qu'en fait, quelque chose, un retour qu'on a aussi pas mal des utilisateurs, donc des musiciens au plateau ou des comédiens, c'est le fait justement que ça soit spatialisé devant et qu'on replace dans l'espace les instruments où ils sont, ce qui fait qu'en fait, dans l'onde arrière,
on a beaucoup moins de charges à 2 endroits, elle est beaucoup plus répartie, et en plus elle est répartie avec les musiciens qui sont derrière. Et on a eu, par exemple, il y a un club de jazz à Nantes, la dernière fois, habituellement, c'est toujours très compliqué parce que l'acoustique est bizarre. Ils me disent c'est la première fois qu'on ne demande pas de retour. Voilà. Et juste, on avait fait une WFS toute simple, et juste d'un seul coup, ils disent ça fait vraiment plaisir parce qu'en fait, par rapport au système stéréo d'habitude, on a une écoute beaucoup plus agréable sur le plateau, qui fait que juste de ce qui vient de devant, les retours qu'on a sont aussi plus homogènes. Et donc, généralement, au plateau, ça se passe aussi très bien. Merci pour ces descriptions. Plaisir. Et du coup, si quand même, une petite question, parce que ça va être le sujet d'après, à savoir l'interopérabilité. Parce que là, tu as fait toute une production finalement dans un système, on va dire, propriétaire. Ouais. Qu'est-ce qui se passait si demain, il fallait changer de système? Ouais, je sais, je ne l'ai pas préparé cette question. Non. Non, mais effectivement, la question se pose de dire comment est-ce qu'on peut, en tout cas si on devait changer le système, effectivement reproduire et pouvoir exporter nos données XY. Effectivement, tu parlais du spread aussi tout à l'heure. Enfin, après, ça dépend parce que ça n'a pas forcément le même sens en fonction des marques et en fonction des. Donc là, il faut faire attention avec ça. Mais déjà un XY, déjà pour commencer, éventuellement un envoi de reverb. Parce que c'est des choses aussi qui arrivent régulièrement, enfin en tout cas plusieurs moteurs ont des reverbs, mais effectivement qu'on puisse exporter ces données-là en fonction. Alors c'est pareil, il y a est-ce qu'on parle en mètres sur des positions, est-ce qu'on parle plutôt dans des données OSC, là c'est le cas, on peut dire ok, donner une espèce de fenêtre dans laquelle on va placer, ça va nous donner des données OSC, on pourra les rebalancer sur un autre moteur de rendu, ou si on vient étaler ou resserrer, on va pouvoir comme ça scaler un peu des choses. Mais effectivement, il faudrait qu'on puisse exporter ces données-là pour pouvoir les retrouver ailleurs. Après, encore une fois, les moteurs de rendu n'étant pas tous les mêmes, même si on part des mêmes positions, il y aura forcément des ajustements à faire. Mais ça, De la même façon que quand on change d'enceinte, complètement. finalement. Donc, on Ou change qu'on change de salle. salle, effectivement. Mais effectivement, Ouais. cette possibilité de pouvoir exporter ces valeurs-là. Et bien alors justement, avec Mathieu, on va parler ADM-OSC. Donc Mathieu, toi, tu travailles chez DNB, tu es responsable du support technique et de la formation, mais aujourd'hui tu viens nous voir en tant que membre de la section française de l'AES, dont tu es le trésorier, et dont nous avons le secrétaire, monsieur là-bas, monsieur Antoine Hurtado. En 2 mots, avant de rentrer dans ce Plugfest que tu as quand même majoritairement organisé avec l'aide de Radio France, d'abord un petit mot sur la section française, peut-être de l'AES. J'ai remis le petit graphique de l'histoire, tu n'es pas obligé de tout refaire, mais... Alors peut-être juste avant, parce que comme Ouais. du coup j'ai un peu double casquette, évidemment, peut-être je me permets une petite transition avec Boris. C'est que je voulais faire le distinguo entre changer, parce que la question de changer de système, en fait, il faut se dire c'est quoi, qu'est-ce que vous en... Mais ça, tu vas voir qu'il y a un lien quand même. Qu'est-ce que ça veut dire changer de système? C'est que nous, ce qu'on a développé chez DNB avec l'ODS 100, c'est une technologie qui aide à retrouver le mixage d'objets, va se transposer d'un système à un autre. Alors, d'un système DNB, j'entends, mais ça veut dire passer du système, du kit que Boris avait dans la tournée dans le camion. Ça peut être changer de kit. Ça peut être se dire, tiens, on joue dans une salle où au lieu d'avoir 5 bananes de Y ou de V, on passe à, je sais pas moi, 12 T10 en point source ou 24/8. C'est plutôt, ça va aider à, la technologie qu'on a développée, elle va aider à transposer le même mixage objet sur différents dispositifs de diffusion qui vont permettre de s'adapter à la géométrie de la salle, sa profondeur, sa largeur et du coup la quantité, le type d'enceinte qu'on va utiliser. Donc ça, c'est vraiment le rôle de notre technologie. Mais j'imagine que ce que tu entendais, c'était plutôt changer de moteur de rendu. Je pense que c'est ça la question qui est... C'est vrai que c'était ça, mais là, Ouais. ça répond aussi effectivement à une question de portabilité des projets dans différentes configurations. Mais effectivement, il y a la question de la portabilité, et ça, c'est plus des problématiques que Florian ou que des gens de théâtre rencontrent. C'est que y en a, ils n'ont pas les moyens de tourner avec leur console, donc ils s'adaptent à une console, et demain, ils n'auront pas les moyens de tourner avec leur moteur de spatialisation, donc ils arriveront dans un théâtre où il y aura telle ou telle solution, et il faudra qu'ils puissent jouer leur spectacle. Donc,
comment est-ce qu'on fait? C'est tout à fait ça, ouais. C'est exactement comme une console. On pourrait se dire, on arrive avec un show, il est encodé, on arrive dans une salle où il y a un DS100, on charge le projet dedans, ou on tourne avec son DS100. C'est exactement les mêmes problématiques que pour une console, effectivement, là, comment on transpose ça d'un lieu à un autre. Donc là, si on parle de transposer d'un moteur de rendu à un autre, vraiment, c'est là où intervient cette idée d'ADM, hein, puisque l'Audio Definition Model, comme le rappelait Olivier, c'est quelque chose qui a été défini dans le broadcast c'est un format open source de métadonnées, donc ça c'est important aussi, c'est que c'est quelque chose de collaboratif et d'ouvert que tout le monde peut utiliser pour encoder les métadonnées de la même façon. Ça a été fait dans le broadcast, donc c'était l'idée plutôt sur des formats enregistrés, dans un broadcast web file, et pensé pour la diffusion, donc pour la radio, la télévision au départ. Quand en 2018, on a sorti par exemple notre DS100, nous chez DNB, tu disais tout à l'heure, il y a beaucoup de fabricants qui ont proposé aussi leur solution de spatialisation. La nouveauté par rapport à l'immersive qui existe depuis les années 70, il y a eu la Quadri, l'Octo, le 5.1, le Dolby Stereo, enfin voilà, tous les formats Dolby Digital il y a 20 ans, tous les formats qui ont existé. La vraie nouveauté, c'est cette notion de mixage objet et de dissocier le mixage avec des objets où on ne se préoccupe plus du nombre de canaux, donc ça peut être rendu, comme tu disais, sur du binaural, un DS100 avec notre algorithmie, avec un SPAT Révolution, avec d'autres algorithmies, etc. Ce qui est intéressant de partager, je ne sais pas si dans le projet de Boris, par exemple, d'un orchestre symphonique, ça serait très intéressant de se prendre la tête à essayer de récupérer les positions des musiciens du DS100 pour essayer de le mettre dans un SPAT Révolution. Je pense que ça irait plus vite de reprendre le plan de scène et de le replacer. C'est sans doute plus efficace comme ça. Il y a un moment, il ne faut pas trop compliquer. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que dès qu'il y a une écriture, des déplacements, donc là on n'est plus vraiment dans ce genre de projet, mais quelque chose de peut-être plus produit, c'est que si le musicien, l'artiste a intégré la spatialisation dans son écriture, là il y a un travail de création, d'écriture qu'il faut conserver. Et là c'est sûr que tout réencoder d'un moteur à un autre, c'est beaucoup plus compliqué et ça va prendre beaucoup plus de temps. Donc c'est là où c'est intéressant de pouvoir se dire on voudrait récupérer au moins une partie, peut-être écrite, et puis il y en a peut-être une autre partie qui vont être adaptées au plan de scène, si c'est un live, etc. Les applications, du coup, elles peuvent être souvent mixtes, c'est ça qui peut peut-être se dire, on voudrait un moteur de rendu binaural au casque pour l'envoyer par la radio, par exemple, pour que les gens puissent écouter chez eux au casque, qui est le même mixage objet que celui qui est réalisé en live, dans un concert, dans la salle de concert, par exemple. Voilà, c'est ce genre d'application où ça peut être dans l'autre sens. Finalement, ça peut venir de formats broadcast qui vont être diffusés en live et vice-versa. Et là, évidemment, c'est intéressant d'essayer de récupérer un maximum de ces mouvements et de cette écriture. Donc je reviens dans l'OSC. Pourquoi l'OSC? C'est parce que c'est temps réel. Donc on n'est pas dans un format qui est écrit dans un fichier, mais qui est un format qui peut se streamer en direct, qui est du coup plus associé au spectacle vivant, au direct à la télévision, on pourrait se dire. Il y a et puis aux jeux vidéo, à l'interactif. Enfin voilà, toutes les choses où il faut être dans le temps réel. Tout le monde sait ce que c'est l'OSC? Open Sound Control, c'est un autre format open source aussi, comme l'ADM, qui est aussi utilisable par tous. Alors, ça ne peut pas rentrer dans la technique, mais c'est des messages Ethernet en UDP qui passent par réseau, Wi-Fi, Ethernet, etc. et qui vont permettre de véhiculer justement ces infos. L'idée, c'est de se dire, pourquoi pas, l'idée qui est née il y a 6 ans à peu près au sein d'un groupe de travail autour de qu'on a trouvé comme nom de code ADM OSC, c'était de se dire pourquoi ne pas essayer d'appliquer les métadonnées standardisées déjà par l'ADM, qui ont déjà fait un travail de se dire c'est comme ça qu'il faudrait écrire les sons, et les adapter au protocole OSC pour pouvoir les utiliser en temps réel, pour échanger en temps réel entre les moteurs de rendu. Donc si j'en reviens sur l'association Audio Engineering Society, c'est une association qui existe depuis 75 ans, dont le siège est basé à New York aux États-Unis. Et il y a une section française. Voilà, vous retrouverez sur notre site, on a un petit site de la section, vous trouverez ce petit visuel si vous voulez voir toutes les steps. Mais voilà, nous, en tout cas, il y a une section française et on essaye d'animer un peu la section française. Et donc en fin septembre de cette année, on a proposé un workshop qu'on a appelé ensemble le Plugfest, parce que l'idée c'était de se dire
voilà, ça fait 6 ans qu'on discute, qu'on se dit comment ça devrait marcher, qu'il y a des trucs qu'on voit qui marchent pas, on sait pas trop. Bah, bien sûr, il y a les histoires de Covid et tout, on a fait beaucoup de choses en vidéoconférence, à distance, etc. Et là, on s'est dit, ça serait bien quand même de se voir en vrai, et pourquoi pas faire ça un peu en mode geek, vraiment plugfest. Chacun arrive avec son outil, son solution, son moteur de rendu, son générateur de métadonnées, son logiciel de pilotage, et on essaye de voir ce qui marche. On se connecte tous en vrai, et puis on essaye de voir vraiment ce qui marche pas, et de le documenter. Donc on a passé 2 jours avec une 40aine de participants. Vous voyez la liste, il y avait des Adamson, la BBC, Bisplin qui développe des logiciels, je ne sais pas si vous connaissez, derrière la Fletcher Machine, le CNSMDP, DNB Audio Technique, Dolby, Embody, c'est des contrôleurs, Flux, l'IRCAM CNRS, avec Thibaut Carpentier qui était avec nous aussi, les Kitso, Pell Acoustics, Lavo, il y avait les consoles aussi, bien sûr, ça peut être aussi, elles pilotent aussi des objets, Meyer Sound, Music Unit, Noisemaker, des logiciels open source comme Châtaigne, Radio France Innovation, Tripping Lab, voilà, pas exhaustif, mais voilà les participants qui étaient là sur cette première édition en physique. Ce qui était peut-être, je ne sais plus la diapo d'après, mais je pense que tu peux peut-être avancer. Ah oui, le programme, donc voilà ce qu'on a fait, on a introduit l'ADM OSC, c'était un confrère Michael Zielinski qui travaille pour Elacoustix, qui a expliqué un peu justement ces 6 ans, puisque c'est collaboratif, hein, donc tout ce travail se fait sur GitHub, c'est partagé, on vous remettra à la fin le lien pour que vous puissiez aller voir les détails, et Michael a beaucoup animateur régulier dans les visios et tout, il est un peu modérateur depuis 3 ans maintenant sur ce groupe. Après, il y a eu l'historique du standard ADM du côté EBU, donc vraiment broadcast, par Mathieu Parmentier, qui était à l'époque où il a travaillé là-dessus avec l'EBU, il travaillait pour la R&D de France Télévisions. Et puis ensuite, on a eu un exemple de cas concrets de transmission, c'était pendant l'Eurovision, de cas concrets de transmission, de cas où on se dit, tiens, il se passe quelque chose en live, en objet, comment on peut le broadcaster en objet. C'était en Dolby Atmos, là, le moteur de rendu, mais voilà, typiquement, c'était ELISA Dolby Atmos, vous voyez, par exemple, les 2 moteurs de rendu utilisés sur ce cadre-là. Et ça, c'était présenté par David Marston, qui est à la R&D de la BBC. Puis après, on a eu l'intérêt de standardiser pour les développeurs de logiciels. Ça, c'était Gaël Martinet qui a animé un peu ce débat. C'était très intéressant aussi, parce que pour tous les contrôleurs aussi, on pourrait dire, si on fabrique des casques, par exemple, qui intègrent directement un décodeur, comme comment ça s'appelle chez Apple, là, les AirPods Pro, voilà, des choses comme ça. Évidemment, dans un hardware, c'est mieux si c'est standard, parce qu'on ne va pas s'amuser à... Si ça change, les choses sont fluctuantes, intégrer ça dans une machine, c'est un peu compliqué. Donc voilà, que ce soit pour les logiciels, ça leur permet de développer un protocole plutôt que de se dire il faut qu'on parle avec un tel, les questions techniques et politiques, d'avoir tous les tiers qui existent, là, les 40, et puis se dire il faut qu'on puisse avoir les 40 dictionnaires de tous les moteurs de rendu. Voilà, ça rend les choses plus complexes. Donc voilà, c'était un petit peu... ce qu'a exposé Gaël. Puis après, on a travaillé en workgroup sur ce qu'on appelle les issues sur GitHub. En fait, on documente tous les cas où on se dit tiens, il y a un truc qui marche pas. Voilà, on utilise des issues qui peuvent être de discuter. Et là, on l'a fait un peu en live en disant tiens, voilà, il y a des problématiques, des questions qui sont soulevées pour que ça fonctionne. Et du coup, on a travaillé un peu là-dessus sur des questions de workflow, de production, de broadcast, etc. Donc voilà, c'était la première session. Ce premier... Ah oui, là c'est un extrait du tableau, mais vous trouverez, c'est un peu lisible, je pense, de loin. Mais voilà, on a trouvé en tout cas qu'il y avait tout un tas de commandes. Vous voyez, les cases vertes sont les trucs où on peut dire ah mais ça marche. En fait, on n'est pas loin de se dire on pourrait faire une spec 1.0 ADM OSC et se dire en fait il y a déjà des choses qui fonctionnent. Et du coup, on peut déjà à 40 là, tous ceux qui étaient là, il y a déjà toutes les commandes en vert, ça se cause entre eux. Donc ça c'est déjà pas mal de se dire en fait il y a des trucs qui marchent. Il y a des trucs qui sont encore un peu in progress, vous voyez, il y a peut-être quelques petits détails à résoudre. Et il y a la liste, elle est plus longue, évidemment, avec des trucs rouges qu'on a cachés, qui seraient des trucs où on se dit, ah, bah ça serait bien dans l'avenir. Mais l'idée, c'est de se dire, ouais, mais il y a déjà une base intéressante. On pourrait peut-être se dire que, allez, ça existe. Et en fait, on peut déjà dire qu'il y a une espèce de standard proposé au départ. Et puis, on continue de travailler sur une V2, sur la suite, évidemment, l'avenir pour aller plus loin. Peut-être ce qui est intéressant, je crois que c'est la dernière slide. Ouais, bon, après, c'est des photos souvenirs, voilà. Pour qu'on est beau.
Voilà, les liens, si vous voulez retrouver le site de la section française de l'AES, c'est tout simplement france.aessection.org. Vous le retrouvez sur aes.org, le site global, il y a le lien aussi. Et le GitHub, c'est immersive-audio-live/ADMOSC. Voilà, ça c'est le GitHub, vous trouvez tous les détails techniques. Vous pouvez participer vous-même, hein, c'est ouvert à tout le monde, évidemment. Donc si vous dites, tiens, il y a une question là. Parce que l'idée, c'est bien comprendre. En fait, il faut qu'on se comprenne, il faut que tous les moteurs de rendu, toutes les applications comprennent les problématiques qu'ils ont et pourquoi ils ont mis ce paramètre-là, à quoi il sert. Qu'on comprenne tous, en fait, où sont les différences et d'où elles viennent, pour qu'on arrive à trouver un moyen de lier tout ça et de créer des passerelles. C'est un peu ça le challenge. J'ai envie de dire peut-être en conclusion, évidemment il y a eu beaucoup de choses dans la conclusion, mais je trouve le côté le plus intéressant qui peut peut-être amener un peu débat parmi vous tous, comme ça, dans la transposition, en fait, c'est que je pense qu'il y en a beaucoup qui ont réalisé à quel point c'est pas qu'une question technique. Évidemment, par exemple, rien qu'en stéréo, entre une écoute binaurale au casque avec un casque intra-auriculaire, une écoute stéréo avec un casque ou une écoute sur enceinte, on sait déjà que la question de la transposition du mix dans ces cas-là, avec des HRTF en intra, un bête casque en stéréo ou des enceintes, c'est déjà très différent. Et est-ce qu'on peut déjà dire que la stéréo est vraiment transposable de l'un à l'autre? Sûrement pas. En tant que mixeur, on sait bien que ça change. Donc s'attendre à ce qu'on arrive à faire mieux ou que ce soit différent parce qu'on rajoute des enceintes ou qu'on est en objet, c'est sûrement pas vrai. Donc évidemment, ça sera différent. Mais ce qui est intéressant, je trouve que là où il y a un gros point très important à saisir qui était un peu révélateur, c'est qu'en fait, il y a vraiment deux philosophies quand même dans les moteurs de rendu qui sont difficilement conciliables. Et ça revient un peu, je trouvais ça intéressant, je ne savais pas que vous travailliez sur quelque chose avec le CDOF, la suite, parce que c'était un peu ça la conclusion. Et même dans l'ADM, qu'a normalisé le BU, hein, puisque maintenant c'est une norme... la BS 2076-1, je ne sais plus, enfin voilà, c'est normalisé, agréé par le BU, mais il n'y a pas cette notion de position de l'auditeur. C'est-à-dire que implicitement, ces formats immersifs depuis 70 ans, et tout, même dans l'ADM en objet, impliquent d'avoir un auditeur qui est placé au centre, et du coup tout se passe autour de lui. Et ça, on voit que c'est peut-être ce qui caractérise l'immersif. Hein, je ne sais plus trop ce que ça veut dire immersif, mais les choses se passent autour de l'auditeur. Mais en tout cas, c'est sûr que nous, moi, là, je reprends ma casquette de sonorisateur avec DNB et le Soundscape, par exemple. On s'adresse à des centaines ou des milliers de paires d'oreilles. Il n'y a pas un auditeur. Donc, et ça, c'est vraiment important de comprendre cette différence-là, parce que c'est vraiment fondamentalement différent. Et en fait, peut-être que nous, on a déjà, avec 6 ans d'expérience de Soundscape, des choses à apporter au broadcast, du coup, un petit peu en retour pour faire évoluer les choses, pour leur faire prendre conscience que nous, c'est notre quotidien d'avoir plusieurs points d'écoute et que la position, le changement de perspective et le changement de ce qu'entend un auditeur à la fin avec ses deux oreilles, bien sûr, sa stéréo à lui, elle est différente pour tout le monde. Et ça, c'est un état de fait. Et je pense qu'on a vu aussi on n'a pas beaucoup parlé des game engines, mais les moteurs de jeux vidéo aussi, hein, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, etc., sont aussi très en avance sur ces questions-là. Et dans un jeu vidéo, bien sûr, l'auditeur, il se déplace dans un univers physique, et on est beaucoup plus proche de ce qui se passe dans une salle de spectacle où on se déplace, on peut se rapprocher d'un musicien, aller écouter au fond ou à droite si on veut, ou au premier rang, et on a une expérience auditive qui est différente, bien sûr. Ça ne suit pas notre tête comme d'habitude avec un casque sur la tête, où on tourne la tête, la scène sonore tourne avec notre tête. Là, au contraire, on tourne la tête et c'est fixe. Donc le Dolby Atmos, l'Apple Music, comment ils appellent ça, Apple Spatial Audio avec le head tracking, par exemple, se rapproche déjà beaucoup plus de l'expérience sur enceinte. Donc la technologie va permettre de se rapprocher de cette expérience sur enceinte, qui est l'expérience évidemment du concert, qui est celle du jeu vidéo. Et du coup, le fait de comprendre ça, déjà on comprend que c'est pas que, parce que j'entendais le spread, c'est pas appelé pareil, mais on avait fait une liste avec Michael à la fin avec spread, width, tous les paramètres, divergence, il y avait dans le 5.1, enfin voilà, tous ces paramètres où on se dit ouais mais en fait pourquoi pas, c'est pas très compliqué, il suffit de se mettre d'accord sur un terme pour parler de la largeur. Mais en fait, c'est un terme subjectif. La distance, c'est pareil. La distance, il faut connaître la position de l'auditeur. Elle n'a de sens que relativement à un auditeur. Qu'est-ce que ça veut dire la distance pour chacun de nous? Vous êtes tous à une distance différente de moi. Donc vous avez tous pour avoir moi, si c'est moi l'objet dans mon micro, là, l'objet, le paramètre de distance et d'azimut sera différent pour tout le monde. Donc c'est pas qu'une question de se dire c'est pas si compliqué de passer de XY à azimut distance. C'est pas une question mathématique de se dire il faut qu'on mette en place une norme de trigonométrie pour le calculer. Il y a la question philosophique de dire ah oui, il y a plusieurs auditeurs, donc tous les paramètres
égocentriques ou subjectifs à une position d'écoute, en fait, c'est pour ça qu'on a du mal à les transposer. Et ça, c'est, je pense, beaucoup plus important, cette question-là, parce que ça implique des changements dans le résultat audio beaucoup plus importants que les détails d'un algorithme à un autre ou des choses comme ça, en fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous Ça avez ouvre une le réaction, débat. messieurs, là-dessus? Olivier? Oui, mais je suis tout à fait d'accord sur la nécessité de réfléchir à un mode entre guillemets exocentrique, qui soit plus centré sur un auditeur donné, mais ça pose évidemment des problèmes qui sont à la fois esthétiques mais aussi techniques malgré tout. C'est-à-dire que là actuellement dans le format ADM, on peut essentiellement gérer, donc encore une fois, la position des objets par rapport à un auditeur qui est fixe. Mais si on veut se déplacer, à ce moment-là, ça suppose d'avoir, même si on n'est pas forcément d'accord ou s'il n'y a pas une seule solution, de la même manière qu'il n'y a pas une seule solution pour créer de la divergence, il n'y en a pas une seule pour créer un effet de distance. Cela dit, quand même, globalement, on sent bien qu'il va falloir jouer sur un rapport son direct sur champ réverbéré, son direct première réflexion, champ réverbéré. Donc voilà, il y a des lois plus ou moins convaincantes à intégrer et ça veut dire que il faut avoir accès à ces segments temporels de la réponse de la salle. Ils n'y sont pas actuellement. Ou alors, quand on met un bed de reverb dans ADM, en gros, déjà, il est figé. C'est-à-dire que si jamais on veut, pour un film, changer de langue, il faudrait aussi avoir la reverb en japonais et évidemment la reverb en anglais dans toutes les langues. Donc ça commence à faire un gros paquet de canaux, puisque la reverb, en plus, il faut qu'elle soit suffisamment diffuse. Donc, sur un bed avec plusieurs canaux, ça commence à faire beaucoup. Donc là, on aurait plutôt intérêt à se mettre d'accord aussi sur une manière de décrire la reverb. Un profil fréquentiel de reverb. C'est pas forcément si compliqué que ça. Voilà. Et ça prend pas énormément de paramètres. Avec déjà un temps de réverbération sur 3-4 bandes fréquentielles, on a une approximation qui n'est pas si mauvaise. Donc ça permettrait de récupérer ce degré de liberté sur la reverb, parce que du coup, on peut la faire, si on a un moteur de rendu, on peut la faire quelle que soit la langue, du japonais, l'espagnol, l'allemand ou le français. Et puis, on a aussi accès donc aussi à un effet de distance. Voilà. Actuellement, ce n'est pas possible. Donc voilà, c'est ça. Mais ça pose aussi, si on veut vraiment être capable de tourner, par exemple, autour de la source, ou bien d'écouter l'orchestre depuis les sièges arrière, puisque maintenant, dans la plupart des salles de concert, on a des places à l'arrière de l'orchestre. Si jamais on veut se placer là, il faut aussi avoir accès à la directivité des sources, de manière à pouvoir la compenser. Donc, et c'est là où on se rapproche, je suis parfaitement d'accord, on se rapproche du monde du jeu, qui est en avance sur ces techniques. Après, savoir si on veut vraiment qu'un concert soit complètement interactif, pouvoir s'asseoir n'importe où et puis se balader en drone autour pendant la 9e de Beethoven, c'est peut-être pas très intéressant, mais en tout cas, il peut y avoir en tout cas des situations dans lesquelles on aimerait au moins pouvoir se placer à différents endroits sans être obligé de refaire un mixage pour chacune. Complètement. Donc si je reviens sur l'expérience de Soundscape, par exemple sur une scène centrale dans un Bercy, une tournée qui joue en scène centrale, un mixeur il est placé à un endroit. S'il mixe en objet pour donner de la spatialisation à tous les gens qui sont autour de cette scène centrale, bien sûr, il va demander de se dire, moi j'aimerais pouvoir au casque cliquer et me dire tiens, qu'est-ce qu'il entend par là, qu'est-ce qu'il entend par là, qu'est-ce qu'on entend par là, et pouvoir aller écouter à différents endroits dans la salle pendant le concert ce que donne son travail de spatialisation des différents points de vue, par exemple. C'est clairement. Là, du coup, il faut une description aussi du comportement de la source, savoir ce qu'on entend quand on est derrière, sur les côtés ou devant. Donc,
encore de belles perspectives. On a de quoi élargir le tableau. Oui, carrément. Mais déjà, même Et simplement, en fait, de il y a réunions déjà de standardisation. il y a déjà pas dans la norme ADM la position de l'auditeur ni l'orientation de sa tête, ce qui est déjà, ça serait déjà une étape intéressante. Une question. Excusez-moi, moi je vais mettre les pieds dans le plat là. On part d'un modèle très rustre. Enfin, là, on parle d'un modèle physique. Donc, à un moment donné, là, si on tourne autour du pot de l'ADM là pour essayer de, je crois avoir lu un rapport d'IRCAM là sur comment on pouvait implémenter de la reverb. On va pas avancer quoi. Est-ce qu'on va essayer de bidouiller, de bricoler l'ADM, ou est-ce qu'on va repenser un vrai modèle pour décrire des scènes sonores? Je ne suis pas aussi catégorique, je réfléchis à voix haute. Il y a effectivement des modèles qui existent, encore une fois, dans le domaine du jeu, où on va décrire la géométrie de la salle. Voilà. Simplement, c'est un petit peu lourd. S'il faut faire ça en temps réel, se balader en temps réel, c'est un petit peu lourd comme modèle, calculer toutes les réflexions, etc. Ça existe. Il y a différents... Voilà. Là, l'idée, c'est plutôt de travailler sur... voilà, ça a été un peu notre approche, sur un modèle perceptif qui est effectivement une approximation, mais qui donne déjà, malgré tout, accès à des effets qui sont, on va dire, plausibles, qui ne sont pas forcément authentiques, mais qui sont plausibles. Après, ces modèles peuvent être plus ou moins raffinés. C'est pas uniquement effectivement une question de choisir si on va décrire les distances en mètres ou en pieds. C'est effectivement pour la directivité des sources, par exemple, savoir quel degré de précision. Est-ce qu'on va le faire avec un équivalent de HOA dans Ambisonic, ce qui existe aussi. Ça a été proposé des harmoniques sphériques pour pouvoir décrire la directivité, ce qui pourrait être une solution parce que ça permet là aussi d'avoir un degré, une hiérarchie dans le degré de précision qu'on veut obtenir. Ou est-ce qu'on se contente, comme dans le temps, dans les programmes d'acoustique prévisionnelle, de mettre, comme pour les enceintes, les angles à -3, à -3, à -6 dB. C'est déjà un effet de directivité voilà, qui est satisfaisant pour les enceintes, sans doute pas pour décrire un violon. Mais voilà, il faut effectivement se mettre un petit peu d'accord là-dessus. L'ADM, ça décrit pas du tout des choses techniques comme ça. C'est vraiment une abstraction qui décrit ce qu'on entend. C'est-à-dire, elle dit, je veux entendre le son à cette position-là, avec voilà, cet effet de distance. Ou, voilà, c'est des choses qui décrivent le résultat auditif. Après, c'est à l'algorithme derrière, la technologie, de trouver les solutions pour faire en sorte, suivant qu'on est sous un casque ou sur enceinte, avec 2 enceintes, 4, 8, 12, 64, j'en sais rien, réussir à entendre le son à cet endroit-là, par exemple, si on parle juste de sa position. Mais l'ADM ne fait que décrire la position où on veut l'entendre. Donc l'abstraction, le fait de décrire par une abstraction le résultat, ça paraît quand même une très bonne idée. Et c'est quand même un travail, ça a le mérite d'exister, d'avoir été assez bien fait, même si on se dit, c'est pas le bidouiller que de se dire, ah mais à l'époque ils n'avaient pas pensé à mettre ce paramètre là, à se dire on peut quand même continuer à le faire évoluer au cours du temps. On peut l'étendre. Bien sûr, c'est de rajouter petit à petit des paramètres. les éléments qui manquent de manière à autoriser d'autres types de manipulation, pas uniquement s'adapter au système de diffusion, avec la précaution que tu as mentionnée, qui était le fait qu'il est il est illusoire de se dire, voilà, je vais avoir vraiment le même résultat perceptif quand je vais écouter au casque ou quand je vais écouter sur 700 enceintes en WFS. Malgré tout, on a une certaine marge de liberté et l'idée, c'est d'aller au-delà de la simple adaptation au système vers effectivement une liberté de navigation. Après, ça reste toujours de l'ordre de la décision de la production de permettre de moduler ces paramètres pour naviguer ou non. On peut l'interdire. Dans ADM, il y a des paramètres qui sont ouverts et puis des paramètres qui sont fermés. Donc, voilà. Je crois qu'on arrive au bout de notre temps. On va prendre une dernière question et après, il faudra poursuivre au bar.
Oui, alors il y en a une qui est juste un petit salut à Olivier Varusfeld pour le descriptif de la reverb qui est nécessaire si on a un objet qui est neutre, enfin qui est sec et qui se promène. Voilà, mais la reverb va changer avec la pièce, à quoi ça va ressembler, comme il faudra la simplifier avec des premières refs et des passe-tout, ça va peut-être ressembler à une vieille plaide des années 80. Enfin, nous verrons, mais effectivement, c'est un truc intéressant. Maintenant, je voudrais poser quand même la question aux deux mixeurs là, du terrain. Vous ne vous êtes jamais demandé, j'aimerais bien ramener ça dans mon cinéma pour le montrer à mes amis ou à mes enfants. Voilà, comment vous faites pour transposer vos super spectacles avec son spatialisé pour le voir dans votre home cinéma? Mais d'abord Olivier, quand même, sur le modèle de la reverb. Dans le modèle de la reverb, il y a ça peut être justement un avantage de la description en mode objet, en allant au-delà comment dirais-je, de la situation actuelle de ADM. Dans la situation actuelle de l'ADM, on peut mettre un bed de réverbération. Bon, ce bed de réverbération, admettons qu'il fasse 2 secondes de réverb. Si on le diffuse en live, dans une salle où il y a déjà 2 secondes de réverb, on se plante. Si on est en mode objet, mais un mode objet étendu, on a la possibilité à ce moment-là de compenser partiellement l'effet de salle de manière à ce que le rendu soit plus proche de l'objectif initial. Parce qu'on ne rajoutera que les réflexions nécessaires. Évidemment, ce sera difficile de les enlever, mais c'est déjà ça. On ne rajoutera que ce qui est nécessaire. Donc ça permet quand même, dans ce type de descripteur, de compenser en partie la salle dans laquelle en tout cas, de la prendre en compte. Et donc, la dernière réponse. Effectivement, la question se pose, et notamment quand on a des fois dans les salles la demande d'alimenter une boucle magnétique ou une télé ou un truc comme ça. Donc même sans parler, en plus le cordonnier le plus mal chaussé, j'ai pas forcément un beau home cinéma. Non, j'ai pas un dessin dans mon salon. J'aurais bien aimé, mais non. Du coup, on travaille dessus. On a trouvé une solution qui nous paraît pas déconnante. En fait, au sein de la matrice, on recrée un autre groupe main avec deux enceintes simplement, qu'on positionne à peu près au niveau de la régie, en respectant les 30 degrés, à peu près comme on entendrait nous si je mettais une paire d'écoutes, et on fait une espèce de down mix stéréo de ça. Mais dans la machine, ça nous calcule pas simplement un panoramique, ça nous recrée aussi les distances. Et on a fait ça en disant faut qu'on puisse donner, si on a cette demande-là, effectivement, d'une télé ou d'une boucle magnétique, quelque chose, faut bien qu'on ait quelque chose à donner, parce qu'on n'a pas forcément dans la console un mix construit pour ça. On a fait l'expérience avec un super mixeur, Sylvain Denis, avec qui je fais pas mal de projets, et un jour on enregistre ça un peu pour déconner, en disant tiens, au fait à quoi ça reste, faut quand même qu'on écoute ce qu'on envoie, qu'on ait une idée. Et puis je mets ça dans le tourbus le soir, j'écoute, je lui mets sur les oreilles, je fais tiens écoute, et là il me dit mais c'est quoi ce truc? Je dis c'est ce que j'ai enregistré du down mix. Il me dit putain mais je suis vert parce que le résultat est carrément bluffant. Donc alors évidemment c'est pas la même chose, mais en tout cas c'est une première solution et ça nous permet de répondre en partie à ce genre de situation. Alors, on n'est pas dans tout ce qu'on décrit là, évidemment, mais voilà, c'est un premier palliatif. En tout cas, voilà, effectivement, la question s'est posée, ça peut être un véritable problème. J'ai déjà fait aussi un down mix comme ça avec la matrice sur un 5.1, par exemple. Dire que tu fais plusieurs... on peut, dans le DS100, par exemple, sur cette technologie-là, faire 16 groupes de spatialisation différents. Donc, tu peux en avoir... un qui est dédié à un rendu sur un 5.1, un autre sur un 8.2.4, un autre sur une stéréo, un sur une mono par exemple, et ils vont calculer le même mix des mêmes objets mais dans ces différents formats en parallèle. Mais après on peut aussi, avec même si c'est pas normalisé, en fait pour répondre quand même plus concrètement à ta question, c'est qu'aujourd'hui on sait le faire avec des patchmax, avec des châtaignes, des choses comme ça, de transformer les métadonnées OSC. En réalité, c'est pas non plus de la rocket science de passer une chaîne /spat à /DS100. Enfin voilà, c'est pas non plus. On ne veut pas dire que ça soit impossible. Hein. L'idée de l'ADM OSC et que ça soit normalisé, c'est pour rendre ça plus facile et instantané, rapide. Mais voilà, c'est pas impossible de le faire aujourd'hui. On sait bridger et rerouter des signaux OSC. C'est déjà faisable en fait.
Merci pour ces 2 belles conclusions, à savoir qu'on peut communiquer et qu'on peut aussi encore écouter en stéréo. Merci à tous, merci au JTSE d'avoir organisé cette conférence, merci messieurs. Et s'il y en a qui ont envie de poursuivre, vous pouvez choper les mecs dans le couloir. Merci.